L'histoire des Juifs de France, votre rendez-vous histoire tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons évoquer l'existence d'un philosophe humaniste qui a marqué la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e. Il s'agit d'Henri Bergson, auteur de plusieurs ouvrages importants, récompensé de plusieurs titres prestigieux, notamment d'un prix Nobel de littérature en 1927. Bergson a lutté toute sa vie pour la défense du pacifisme et contre toutes les formes de totalitarisme. Nous allons donc retracer avec vous, Christophe, la riche existence d'Henri Bergson. C'est à Paris qu'il naît en 1859. Exactement, fils d'un pianiste juif polonais, Michal Bergson, donc francisé en Bergson, proche d'ailleurs de Chopin, qui descend d'une lignée de banquiers qui s'est rendu dans plusieurs capitales européennes pour son travail, avant de se fixer finalement à Paris. Sa mère, Henri Bergson, malheureusement, c'est pas grand-chose d'elle. Catherine Levinson descend elle d'une prestigieuse lignée de médecins anglais. Alors la famille vit justement à Londres quelques années après la naissance d'Henri, et en 1863, Michal Bergson est nommé au Conservatoire de Genève. La maison d'ailleurs où Henri passe son enfance est située, signe du destin, boulevard des Philosophes. Avant ses 9 ans, les parents reviennent s'établir à Paris. Il est placé, le petit Henri, en pension dans une institution juive du nom de Springer, une scolarité exemplaire, et d'ailleurs il va étudier au lycée Condorcet, ouvert en 1804, c'est l'un des plus anciens lycées de Paris, dans le 9e arrondissement, et qui compte alors comme élèves justement de nombreux juifs issus de la bourgeoisie aisée de l'arrondissement. Par la suite, par exemple, un certain Marcel Proust étudiera à Condorcet, et Bergson qui poursuit vraiment d'excellentes études, et le plus fort en grec, en latin, et il obtient le premier prix au concours général de dissertation. À 18 ans, Henri Bergson obtient la nationalité française. C'est également à cet âge qu'il obtient le premier prix du concours général de mathématiques. Avec une telle intelligence, c'est à l'école normale supérieure qu'il poursuit ses études. Et oui, la fameuse ENS, qui est dans la même promotion qu'Émile Durkheim, fils de rabbin mais agnostique, qui deviendra l'un des fondateurs de ce qu'on va appeler la sociologie moderne, et d'ailleurs se montrera ardent dreyfusard. Bergson compte aussi comme camarade de promotion un autre jeune homme d'à peine 20 ans, venu de Castres dans le Tarn. Il s'appelle Jean Jaurès, et le parcours d'Henri Bergson avec ses camarades est toujours excellent, avec une licence de lettres à la clé, et il est deuxième à l'agrégation de philosophie. Henri Bergson devient donc professeur à Angers, à Clermont-Ferrand, mais il a le temps de publier plusieurs ouvrages, une étude critique, notamment sur la philosophie du poète latin du 1er siècle avant notre ère, Lucrèce, une thèse sur Aristote et un premier écrit personnel, l'essai sur les données immédiates de la conscience. Il obtient le diplôme de docteur ès-lettres en 1889. Il a alors 30 ans seulement et devient professeur au lycée Henri IV, puis à Louis-le-Grand. Et oui, collège, ou plutôt lycée prestigieux. Il se marie alors, quelques temps plus tard, avec Louise Neuberger, qui est en fait la cousine de la mère de Marcel Proust, lequel d'ailleurs est garçon d'honneur à son mariage. Le couple a un enfant, une fille, Jeanne, qui naîtra sourde muette. Il publie son second ouvrage majeur, Matière et mémoire, un livre qui explore les fonctions du cerveau, entreprend une analyse de la perception et de la mémoire, et propose aussi des considérations sur les problèmes de la relation entre l'esprit et le corps. Inutile quand même de vous préciser que c'est assez ardu, les ouvrages de Bergson, c'est pas simple d'accès. En 1898, Bergson devient maître de conférences à l'école normale supérieure, et 2 ans plus tard, il est nommé professeur au Collège de France, autre institution éminente, d'abord à la chaire de philosophie grecque, puis de philosophie moderne. Il est ensuite élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Il en sera d'ailleurs le président quelques années plus tard. Et vous allez me dire, mais dans ces années-là, que fait Bergson par rapport à l'affaire Dreyfus ? Rien. C'est très étonnant, contrairement à beaucoup d'intellectuels de son temps, il est vraiment l'un des rares à ne pas s'exprimer, à ne pas prendre position dans cette affaire, qui quand même, il faut le rappeler, défraie la chronique. Bergson, en tout cas, est un acharné de travail qui passe plusieurs années sur chacun de ses ouvrages de philosophie, dont la référence est encore aujourd'hui L'évolution créatrice en 1907. Christophe, je sens que vous voulez nous rappeler nos souvenirs d'Hippocagne ce matin, qui aborde la théorie de l'évolution de manière philosophique. Mais Bergson peut aussi écrire des livres plus légers, comme Le Rire, un essai sur la signification du comique, dans lequel il écrit notamment que le rire a pour
pour fonction d'intimider en humiliant et que le comique, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Ça pourrait être aussi des sujets de baccalauréat, mais effectivement, en Hippocagne, je crois qu'on étudie encore du Bergson, je crois aussi en maths P, parce que les mathématiques aussi pour Bergson comptaient énormément. C'est une célébrité, effectivement. Je crois qu'on n'a pas idée en fait de la star qu'il était, Henri Bergson, au début du XXe siècle. Il est de tous les congrès de philosophie reçus avec les honneurs. Il donne des conférences dans les universités les plus prestigieuses comme à Oxford ou aux États-Unis. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues, mais bien sûr, la Première Guerre mondiale, comme pour beaucoup bien entendu, va marquer un tournant dans la vie d'Henri Bergson. Toutes ses conférences sont annulées et d'ailleurs, il ne peut pas être reçu à l'Académie française où il avait pourtant été élu au fauteuil numéro 7 en février 1914 et du coup, il devra attendre la fin de la guerre pour être officiellement reçu avec tout le décorum habituel. En attendant, il écrit plusieurs articles et ouvrages contre l'impérialisme allemand et il est chargé de plusieurs missions diplomatiques aux États-Unis auprès quand même du président Wilson. Ses convictions ouvrent un nouveau chapitre de son existence car désormais Bergson va s'engager pour éviter un nouveau conflit. Mais oui, c'est intéressant avec sa petite moustache, son aspect chaud, son aspect presque monacal, vraiment très sage. Et effectivement, c'était presque un homme politique qui en 1921, au sein de la Société des Nations, la SDN, nouvellement créée, future ONU, Bergson devient le premier président de la nouvelle Commission internationale de coopération intellectuelle, la CICI, qui en fait n'est autre que l'ancêtre de l'UNESCO, qui verra le jour en 1946. À la même période, en 1922, Bergson accueillera un autre juif célèbre, un autre scientifique éminemment connu, Albert Einstein, à Paris. Alors les deux vont débattre, notamment au Collège de France, et il paraît, selon les dires, que c'est un débat très houleux, car les deux hommes ne s'entendent à peu près sur rien. Donc voilà, tous les opposent. Bergson reçoit, en tout cas lui, le prix Nobel de littérature en 1927. Il est le 5e Français à recevoir d'ailleurs cette récompense depuis 1901, mais il ne peut pas venir la chercher à Stockholm, car il est malade, il souffre de rhumatisme. Grand croix de la Légion d'honneur, il publie un nouvel ouvrage, Les deux sources de la morale et de la religion. Nous sommes en 1932. Et là, ce livre est assez intéressant aussi, car il évoque, alors que justement d'ordinaire, il évoque très peu le judaïsme dans ses écrits, là, Bergson évoque les prophètes d'Israël, leur contribution au phénomène religieux et leur sens de la justice. Et ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est que Bergson, finalement, analyse le catholicisme comme l'achèvement du judaïsme. Alors, en d'autres termes, en fait, le juif assimilé, qui est devenu Bergson depuis longtemps, place le catholicisme devant le judaïsme. En fait, pour parler clair, le philosophe Bergson place surtout la rationalité et la science devant toutes les formes de croyance. Parallèlement à cette période, Bergson voit avec inquiétude la montée des régimes fascistes et totalitaires en Europe, une déchirure pour cet homme qui se bat donc en faveur de la paix. Pour autant, il ne signe pas le manifeste contre l'antisémitisme que lui propose pourtant le fondateur de la revue Esprit, Emmanuel Mounier. Et en 1937, voici ce que dit et ce que déclare Bergson dans ce qu'on va appeler le testament de Bergson. Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde, en grande partie, hélas, par la faute d'un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral. Alors, il fait sans doute référence aux bolcheviks, très probablement en Union soviétique, car il était opposé au communisme, et c'est là que c'est aussi intéressant. Bergson ajoute « J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés ». Et Bergson poursuit « Mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque de Paris l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Au cas où cette autorisation ne serait pas accordée, il faudrait s'adresser à un rabbin, mais sans lui cacher et sans cacher à personne mon adhésion morale au catholicisme, ainsi que le désir exprimé par moi d'abord d'avoir les prières d'un prêtre catholique. » Et s'il a effectué une conversion morale, il reste donc fidèle au peuple juif et à ses malheurs et ne se convertira jamais au catholicisme. Selon certains témoignages, il réclame même l'étoile jaune et se fait recenser comme israélite auprès de la police. Effectivement, très intéressant, Henri Bergson qui meurt le 4 janvier 1941 à 81 ans dans le Paris occupé par les nazis. Bergson a ainsi échappé aux rafles, aux arrestations, aux déportations. Il est enterré au cimetière de Garches. Sa disparition qui va profondément marquer les philosophes et les écrivains de son temps. Par exemple, Emmanuel Lévinas, dont on reparlera, par exemple, évoquera l'un des plus grands génies philosophiques de tous les temps. Et on parlait donc d'Henri Bergson. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.